Merci de votre présence. Nous commençons ce webinaire en partenariat avec Hornet Security que je vais laisser se présenter juste après. Moi, je suis Christophe Perruche, je suis le directeur technique d'Extrémité. Certains me connaissent, d'autres non. Loïc est à côté de moi, je laisse se présenter. Bonjour à tous. Loïc Géniaud, je suis le partenaire account manager de la région donc pour Hornet Security. Voilà. Et Maxence, qui est à distance, lui. Bonjour à tous, donc moi Maxence Petitpied, effectivement, je suis sur la partie avant-vente channel chez Hornet Security. Ok. Je ne sais pas si j'ai partagé mon écran correctement, parce que je ne vois pas en rouge. Actuellement, non. Ah, donc voilà, c'est bien ce que je pensais. Je suis en train de chercher mon Teams. Voilà, partager. Partager. Hop. Voilà, là, normalement, vous voyez. Oui, tu me confirmes, Maxence? Oui. Parfait. Donc, je vais commencer par vous faire une petite présentation d'extrémité. Je laisserai la parole à Loïc qui vous présentera, lui, la partie Hornet, et Maxence voilà, qui fera plus sur la partie technique et fonctionnalité. Extrémité, notre baseline, c'est faciliter la transformation numérique. Nous sommes une trentaine de passionnés. Depuis 26 ans, nous avons 650 clients sur la région des Hauts-de-France. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous travaillons avec tous les PME de la région, quelles qu'elles soient. Enfin, toutes les PME qui veulent bien travailler avec nous, bien évidemment, mais il n'y a pas de domaine d'activité particulier. Le point commun de toutes ces sociétés, dont certains vont dire certainement quelque chose, ce sont des PME de la région, de notre belle région des Hauts-de-France. Nos valeurs, l'écoute, le partage, l'épanouissement et la proximité. Nous aimons bien aller voir nos clients régulièrement. Et effectivement, le partage, aujourd'hui, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'on partage des informations régulièrement avec nos clients et nos prospects aussi, ceux qui veulent bien nous rejoindre, nos futurs clients. Rapidement, nos engagements associatifs. Nous soutenons un certain nombre d'associations, trois pour être précis. Les Clowns de l'Espoir qui sont assez connus, qui interviennent dans les hôpitaux sur des moments un peu difficiles, qui accompagnent les parents et les enfants pour apporter un peu de joie et de bonheur dans des moments compliqués. L'Accordé, qui est une école dans un milieu défavorisé, une école non suivie par l'éducation nationale, mais voilà, qui permet alors à Roubaix exactement, qui va du CP au CM2. Et voilà, donc nous les soutenons financièrement, leurs programmes leurs actions. Et la clé, l'association LI, qui s'appelle compter, lire et écrire, qui, elle, soutient des personnes en situation de précarité difficile pour leur apprendre à se débrouiller un petit peu dans lire, écrire, compter, ça se lit bien. Souvent des étrangers en situation un peu compliquée, voilà, avec les guerres qu'on connaît, etc. Il y a des réfugiés. Voilà, donc elle aide un petit peu ces associations, enfin ces personnes-là à s'intégrer. Les gestes éco-responsables très importants pour nous, des éco-cups, du tri sélectif. On est partenaire aussi de ZAC et Tefri pour donner une nouvelle vie à vos lunettes. Voilà. Nos domaines d'expertise, elles sont au nombre de 8. Je vais passer rapidement. La cybersécurité, effectivement, nous sommes labellisés experts cyber par le gouvernement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a été nous-mêmes audités. On est dans notre 5e année de cette labellisation qui a été lancée par Emmanuel Macron il y a 5 ans maintenant. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet d'intervenir en réponse sur incident avec la collecte de preuves et la recherche du patient zéro, ou en tout cas l'origine de l'attaque, pour éviter qu'elle se reproduise, et puis pour aider à redémarrer les sociétés qui ont été victimes d'actes malveillants, aider à porter plainte aussi. Enfin, il y a tout un processus qui est très important, conserver les preuves pour pas que ça se reproduise. On intervient aussi, bien évidemment, pour donner des conseils, pour auditer, voire faire des pen tests, des tests d'intrusion,
quand les sociétés veulent se prémunir et mettre en place peut-être des PRA, des plans de reprise d'activité. Le réseau, alors la cybersécurité, on travaille avec des éditeurs, hein, bien évidemment, on propose leurs solutions. Hornet en fait partie, Loïc qui reviendra un petit peu après. Le réseau, tout ce qui est serveur d'entreprise, solutions d'impression, numérisation, interconnexion de sites, VPN. Les télécoms avec l'intégration de solutions 3CX pour la téléphonie sur IP et on va dire, c'est plus la téléphonie, c'est la communication unifiée. Le cloud, on est capable d'héberger en data center tout ou partie de votre système d'information dans des conditions de sécurité optimales. Et ensuite, on a tout un pan de gestion, c'est-à-dire qu'on propose et on intègre des solutions de gestion, ERP, paye, ressources humaines, décisionnelles, autour de logiciels de différents éditeurs, dont Sage et Cegid, Mequadiant aussi, différentes solutions. Le développement spécifique, on est capable de développer de zéro à partir d'une feuille blanche ou autour de solutions existantes, de développer soit sur du on-premise, soit sur du mode cloud et la digitalisation de votre entreprise avec la création de refonte site web. On a une branche externalisation de la paye qui est peu connue, qui s'appelle La Bonne Paye, qui a un service d'extrémité où on capitalise sur nos compétences autour de la paye, puisque on intègre des logiciels de paye aussi et on forme les utilisateurs. Donc, certaines sociétés nous ont demandé de pouvoir gérer leur paye complètement de A à Z. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On a juste ce qu'il faut retenir effectivement de Réseau Sécurité Informatique, c'est notre label expert cyber. On est référencé sur la plateforme cybermalliance.gouv.fr. Le CSIRT, j'en parle à chaque fois, très peu connu, mais très utile. Le CSIRT, c'est le centre de réponse sur incident qui est par région. Donc, le CSIRT Hauts-de-France a ouvert il y a quelques années. Et c'est un numéro de téléphone, c'est dédié aux sociétés. Il y a un numéro de téléphone d'urgence ou un mail d'urgence qui va être là pour mettre en relation avec des partenaires de confiance, tels qu'Extrémité, éventuellement. Et on travaille avec un certain nombre d'éditeurs que j'ai cités, 3CX, Aruba, Destiny, etc. Et Hornet Security, ici en bas à droite. Voilà, je ne vais pas tous les citer. Et je vais laisser la parole de ce pas à Loïc, qui va vous présenter Hornet Security. Hop, je te donne la souris. Parfait. Merci beaucoup, Christophe. Alors, je me suis présenté juste avant, donc Loïc. Comme l'a dit Christophe, c'est important. On a un partenariat qui date de plus de 10 ans avec Christophe, avec Samuel, avec toutes les équipes. C'est un partenariat de longue date. Avant même que la cybersécurité était devenue un sujet qui était annoncé partout. Donc voilà. Hornet Security, aujourd'hui, je vais vous présenter, moi, la partie, on va dire la partie commerciale, surtout la partie société. Et après, Maxence prendra la main sur la partie technique, démonstration, explication de ce qu'on est capable de vous proposer aujourd'hui. Alors, Hornet Security, c'est plus de 700 salariés. Je vous rassure, il n'y a pas d'interro à la fin, donc il n'y a pas besoin de dire tous les chiffres. Non, donc on est plus de 700 salariés, il y a plus de 12 000 partenaires, plus de 125 000 entreprises qui nous font confiance. Hornet Security, c'est un rassemblement de sociétés, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, c'est tout un parcours, c'est-à-dire que Hornet Security a été créé en 2007. Moi, ça fait depuis 2012, donc 14 ans que je suis dans la société, mais historiquement, Veid, pour ceux qui nous connaissent déjà, puisque c'est comme ça, en fait, qu'on a commencé à travailler avec Extrémité aujourd'hui. Donc, je vous passe le détail de tout ce qu'il y a derrière, mais en fait, aujourd'hui, ça a toujours été, et comment on fait pour en arriver sur le catalogue qu'on va vous présenter après, ça a eu lieu en fait par du développement et par du rachat de différentes sociétés par rapport aux problématiques de cybersécurité qui avaient lieu au fur et à mesure du temps. Donc, voilà un peu toute l'histoire, sachant que depuis 2024, c'est le rassemblement, c'est la fusion en fait entre Hornet Security et Veid pour ceux qui nous connaissaient. Donc, le siège en France n'est pas très loin, on est à M exactement, très proche de vous. Et point important qui sera annoncé après, quand on va parler de backup, de sensibilisation, quand on va parler de tous les différents éléments qu'on est capable de proposer, nos data centers ne sont pas loin non plus, puisqu'on est chez Anzin, chez Etix. Donc, la gamme aujourd'hui, c'est largement développé, et le but
qui est important, c'est de présenter en fait une gamme complète pour pouvoir protéger les clients qui sont sur M365, puisque les attaques arrivent de tous les côtés aujourd'hui sur M365, mais pas que. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout client qui n'est pas sur M365, on est capable de protéger, et c'est ce qu'on va vous présenter, sur toute la partie mail, sur toute la partie sensibilisation, sur toute la partie gestion du démarque, s'il y a des besoins. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à contacter Christophe, qui est expert sur la solution, qui est certifié. Point important que j'ai oublié de vous signaler, mais qui est quand même, si vous regardez un peu les infos, on a aussi rejoint le groupe Proofpoint, donc qui est numéro 1 mondial, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on va bénéficier d'une force de frappe encore plus grosse, puisqu'en fait, Proofpoint, c'est 4500 salariés, et on va représenter toute la partie MSP. Donc en fait, quand on dit MSP, c'est justement de travailler et de proposer des solutions pour nos partenaires tels que Extremita aujourd'hui, pour pouvoir proposer la solution à tout client aujourd'hui qui a besoin sur la partie cybersécurité. Le point important, c'est de vous apporter une plateforme unique. Ça, c'est un sujet qui est essentiel chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la problématique, c'est que quand on va parler cybersécurité, on va parler de différents sujets qui vont être la protection mail, qui peuvent être de la signature, qui peuvent être de l'archivage, qui peuvent être du backup, qui peuvent être de la sensibilisation. Nous, vraiment, notre but et notre intérêt, c'est de venir vous proposer une plateforme où vous retrouvez toutes les différentes problématiques qui seront traitées qu'à un seul endroit. Pour vous, ça vous permet d'avoir un gain de temps sur tout ce qui est partie formation, sur tout ce qui est support. Et du coup, en travaillant avec des partenaires tels qu'aujourd'hui, tels qu'Extremité, l'avantage, c'est que s'il y avait une question, en fait, vous savez où vous adresser. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à 15 endroits, vous savez exactement où aller vous adresser sur toutes les problématiques qui sont adressées par Hornet Security. Donc, cette console, elle est disponible pour vous lorsque vous en avez besoin et bien sûr pour nos partenaires. Le but, c'est de tout retrouver à un seul endroit où vous retrouvez toute la partie dashboard, mais aussi toute la partie configuration selon les différentes problématiques. J'ai fait exprès d'être un peu rapide, mais pour laisser la main sur la démo, je pense que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui, de vous présenter ce qu'on est capable ce que l'on a en plus justement et historiquement par rapport à Veil pour ceux qui nous connaissaient, et pour tous ceux qui ne connaissent pas encore, justement de présenter les différents éléments. Donc on va passer la main à Maxence pour la suite. Et encore une fois, merci pour votre présence aujourd'hui. Merci Christophe, merci Loïc. On va effectivement pouvoir enchaîner avec cette plateforme. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme l'a dit Loïc, Hornet Security, c'est avant tout une plateforme qui va regrouper différentes solutions et services. Mais l'idée aussi, c'est de pouvoir répondre à vos questions et vos besoins. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat de communication. Soit Loïc, tu m'aideras, on y répondra à la volée, soit de toute façon, on aura un temps à la fin dédié pour également échanger et puis répondre à vos questions si besoin. Et puis surtout, bienvenue sur effectivement cette interface qu'on présente comme étant le contrôle panel. Aujourd'hui, dans ce qu'on va vous présenter, on a retenu trois principales solutions en termes de cybersécurité. La première va s'articuler autour de la partie protection de la messagerie, donc la sécurité des emails. On va voir ensemble quels sont les types d'environnements qu'on peut aller protéger, aborder avec ce type de produit, avec les fonctionnalités qui en découlent. Dans un second temps, on va aller voir une solution de sensibilisation, donc le Security Awareness Service qui sera là pour proposer des simulations de phishing automatisées et puis venir un peu tester le comportement des utilisateurs et leurs réactions face à ces différents types de scénarios, les différentes difficultés et puis comment la solution se comporte. Et enfin, on terminera avec la partie 365 Total Backup. Donc là, une solution purement dédiée à l'environnement Microsoft 365. On va faire un backup complet de l'environnement du tenant, 100% automatisé. Et puis finalement, en tant qu'administrateur et ou utilisateur, ce qui nous restera, c'est plutôt la partie reporting et opération de restauration si nécessaire. Voilà pour le temps imparti sur ce sur quoi on va partir. Et je le répète, surtout n'hésitez pas à poser des questions qu'on essaiera de répondre soit sur le cours de la démonstration ou à la fin. Pour vous donner un peu plus de contexte avant de démarrer la présentation, donc là je me situe sur la console en tant qu'administrateur sur lequel j'ai déjà onboardé mon compte avec mon domaine, un domaine on ne peut plus français en asterix.one. C'est un compte qui est sur Microsoft 365 et donc notamment pour cette interaction-là, j'ai pu bénéficier du SSO lorsqu'on s'interface avec Microsoft. Alors si on commence par la partie protection de la messagerie, il faut savoir que notre solution est totalement agnostique de l'environnement de messagerie. J'entends par là qu'on supporte aujourd'hui deux et en impliquant donc trois types d'architecture.
La première étant une architecture en redirection DMX pure, pardon. Et donc, bah, effectivement, hein, peu importe votre environnement de messagerie, un Zimbra, un Exchange on-prem, du Google ou du Microsoft 365, on va pouvoir être en frontal de ce flux de messagerie, analyser, mettre en place tout un panel de filtres, et puis ensuite, en fonction des actions configurées, venir les délivrer ou les bloquer. On propose également une intégration en API avec l'environnement Microsoft 365. Et donc là, si pour certains nous connaissent évidemment, comme l'expliquait Loïc précédemment sous le nom de Veid, bah, cette approche solution 100% API est également disponible sur cette plateforme et peut être choisie à l'onboarding. Et puis enfin, le dernier mode de fonctionnement, celui que nous on recommande notamment parce qu'il permet de bénéficier de l'entièreté des fonctionnalités, c'est la partie hybridation. Donc on retrouve à la fois la partie redirection DMX et intégration API, et finalement on va pouvoir bénéficier à la fois de la protection accrue dans les actions qui sont possibles, mais également bénéficier de tous les services tiers que je vais pouvoir vous présenter juste après. Donc ceci étant dit sur la partie, on va dire, architecture, on va rentrer rapidement un peu plus en détail, on va dire, sous le capot du moteur et du fonctionnement. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui comme approche et comme démonstration, c'est une intégration hybride avec mon compte de démonstration. On retrouve mon tag à ce niveau-là. On a donc mis en place la redirection de MX. On a automatiquement détecté le serveur de destination comme étant Microsoft 365, mais également une intégration API, on verra juste après, qui me permettra de faire des remédiations manuelles, mais également automatiquement par la solution. Cette plateforme, pour la partie sécurité des emails, on peut également évidemment router tout le flux sortant avec la possibilité que ce flux provienne uniquement de l'environnement Microsoft 365, mais également de sources tiers, d'environnements de premise ou d'autres serveurs qu'on peut également renseigner à ce niveau-là. Le but, c'est de pouvoir également restreindre un certain range plage d'IP sur les flux émetteurs d'email pour évidemment réduire la partie sécurité et risque d'usurpation du domaine. L'avantage de potentiellement rediriger ce flux sortant, déjà on peut appliquer des différentes règles, je vous montrerai, on a des fonctionnalités qui le permettent, mais également de renforcer la réputation de vos domaines puisqu'on supporte toute la gestion des protocoles SPF, DKIM, des marques sur le flux entrant et sur le flux sortant. En dehors, et petite parenthèse de cette partie sécurité des emails, de ce produit-là, on a une solution également de vraiment reporting des marques qu'on pouvait voir dans la partie contrôle panel. Si c'est quelque chose également qui vous intéresse, cette partie conformité, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Extreme IT, puis on pourra ensemble évidemment construire toute une phase de montée en compétences et démonstration sur comment s'articule ce produit spécifiquement. On retrouve évidemment, en fonction de la classification, différentes actions qui vont être possibles. Et là encore, ces actions vont combiner à la fois les possibilités via la redirection de MX ou l'intégration API. Par exemple, ces actions de déplacer dans des dossiers pour venir, on va dire, nettoyer et avoir un environnement de messagerie propre pour les utilisateurs, cette action de déplacement est possible grâce à cette intégration API. Si on souhaiterait par exemple plutôt avoir un fonctionnement vraiment de blocage en quarantaine, c'est tout à fait possible. Ne rien faire, aucune action pour ce type de classification. Les pictogrammes ne sont pas des menaces, juste peut être un peu polluants en fonction de leur volumétrie. Et puis sinon, on peut également les taguer dans les objets pour que côté utilisateur, ils puissent mettre en place des règles pour également venir les déplacer ou appliquer des actions différentes en fonction des classifications de ces emails. On viendra restreindre un peu plus les actions possibles pour les spams et les menaces avancées, parce que forcément, comme nous on indique, ça correspond à différentes menaces. Euh, les spams seront à minima devront être identifiés, soit tagués, soit évidemment mis en quarantaine. Et puis la partie phishing, spear phishing et malware, eux, seront automatiquement déplacés en quarantaine. Ces actions sont également en fonction du mode d'onboarding. Sur le full API, vous retrouvez les fonctionnements type soft ou hard delete, mais également l'ajout de bannières. Donc voilà, en fonction également de l'architecture, les différentes fonctionnalités peuvent être un peu différentes, parce qu'évidemment, tout n'est pas possible en mode API. On accompagnera ce blocage des emails par évidemment cette fonctionnalité de rapport de quarantaine avec deux approches possibles. Soit un rapport global à tout le tenant qui sera, ou tout le compte client qui sera envoyé à un seul et même destinataire.
service informatique, la partie DSI par exemple. Ou alors à l'inverse, on choisit un rapport unitaire pour chaque utilisateur qui sera envoyé aux différentes fréquences qui sont configurées. On supporte différentes mises en page possibles avec des options d'inclusion ou d'exclusion sur la liste d'expéditeurs interdits et autorisés. Et puis, on a même la possibilité de laisser aux utilisateurs eux-mêmes l'autonomie dans le choix de la fréquence de distribution de ces rapports. L'objectif derrière cette fonctionnalité-là, derrière plutôt la solution générale, c'est de fournir un maximum d'informations, que ce soit aux utilisateurs ou aux administrateurs, dans l'analyse et la levée de doute, et pour ne pas être un trop gros frein à la collaboration. Donc on peut faire la distinction entre les différentes emails qu'on souhaite afficher en fonction de leur classification, mais ce n'est pas fonction des actions puisqu'on a en parallèle les droits utilisateurs qu'on peut configurer en disant on leur affiche l'entièreté des emails bloqués, mais on ne leur autorise que des actions de libération des emails qui sont des infomails et des spams seulement. Ils pourront également les prévisualiser depuis ces rapports de quarantaine. On désactivera évidemment les liens et les images pour bloquer toutes les attaques de type également QR code. Le but, c'est de fournir un visuel sur la donnée brute de l'email. Est-ce que c'était oui ou non un email qui était attendu par l'expéditeur? Avec la partie, donc là je vous ai présenté les paramétrages dans la partie spam et malware, on va combiner ça avec la partie Advanced Threat Protection pour faire pour déjà terminer toutes les fonctionnalités sur la protection pure de la messagerie. Et puis après je vous montrerai différentes fonctionnalités qui permettent de venir un peu le personnaliser en fonction de vos différents cas d'usage. Directement à la partie auto-remédiation. Donc on peut également, une fois qu'on a fait cette intégration API ou hybride, activer ces fonctionnalités. Et puis la solution pourra également faire des rappels d'email, venir les déplacer depuis les boîtes mail de réception vers la corbeille des utilisateurs lorsqu'il y a une menace ou un email qui est réévalué suite à l'agrégation de données, mise à jour du filtre ou il y a une modification dans la réputation émettrice de l'expéditeur, de son domaine, de son IP, etc. On peut évidemment être alerté dès lors qu'on détecte une menace avancée et qu'une remédiation est effectuée sur un ou plusieurs destinataires renseignés. On retrouve la fonctionnalité évidemment de réécriture des liens, donc on appelle le Secure Link. Et en tant qu'administrateur, évidemment, on a la fonctionnalité, la possibilité de venir décoder un lien réécrit pour faire cette investigation, cette levée de doute, avant de partager le lien d'origine à un collaborateur. Avant-dernière fonctionnalité de la Advanced Threat Protection, ça s'appelle le Targeted Fraud Forensic Filter, qui est un filtre anti-spear phishing. On va avoir une protection accrue. Donc l'objectif ici, c'est de renseigner des groupes, soit des groupes qu'on déclare via la plateforme ou alors qu'on synchronise depuis l'environnement Microsoft 365, de populations d'utilisateurs qui sont à risque en termes d'usurpation de leur propre identité, mais depuis l'extérieur. Et donc tout email entrant qui va reprendre des formules, on va dire classiques des emails, sur des noms prénoms, mais sur des domaines tiers tels que du ProtonMail, du Gmail, du Yahoo, etc., seront de facto automatiquement bloqués et détectés comme de l'usurpation de leur identité. On pourra aller plus loin parce qu'on a tout un module, on va dire, de whitelisting. On peut également faire un lien et créer une relation de 1 à 1 entre un mail personnel externe et un mail professionnel pour ne pas bloquer ces communications-là, mais bloquer tout autre type de tentative d'envoi d'email du type j'ai pas accès à ma boîte mail pro, je suis en déplacement, est-ce qu'on peut effectuer ce genre de virement ou autre? J'en ai un schéma d'attaque qui est relativement classique dans les usurpations d'identité. Et enfin, dernière fonctionnalité qui est de facto présente dans la partie Advanced Threat Protection, c'est le sandboxing de toutes les pièces jointes. Donc tout email entrant qui possède une pièce jointe, elle va être ouverte et détonnée dans cette sandbox. Et en tant qu'administrateur, on va pouvoir consulter le rapport de cette sandbox avec des captures d'écran, une analyse réseau, une analyse dynamique, etc. Je vous montrerai juste après quelques exemples. On a depuis la console un accès à l'ensemble du flux de la messagerie et puis pas mal d'actions pour venir faire cette investigation. Dans la partie protection de la messagerie, on va pouvoir ensuite bénéficier de fonctionnalités tierces. On va pouvoir aller plus loin. Alors j'en parlais tout à l'heure, ne serait-ce que déjà la validation protocolaire du SPF, du DKIM pardon, et du DMARC.
et ben, on va pouvoir directement activer l'ensemble de ces protocoles-là sur la vérification. Et puis, si le flux sortant est amené à être transité par la plateforme, également activer cette signature DKIM pour flux sortant. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, hein. On a le champ SPF, les clés DKIM dédiées à Hornet Security pour pouvoir avoir une montée, une protection, une conformité et même une réputation accrue de vos domaines. On va avoir les fonctionnalités tierces telles que le content control. Donc là, c'est pour pouvoir créer des politiques sur les types et tailles de pièces jointes qu'on veut autoriser. Et les différentes fonctionnalités que je vais vous montrer s'appliquent souvent au flux entrant et au flux sortant. Euh, L'idée, c'est de pouvoir mettre en place une politique par défaut pour tout le flux entrant qu'on souhaite protéger. Et puis ensuite, lorsqu'on va synchroniser ou ajouter différents groupes, différentes business units, besoins métiers, départements, mettre en place des politiques différentes en fonction de leurs besoins métiers à ce niveau-là. Deux actions possibles pour un email dont la pièce jointe ne respecterait pas la politique. Soit l'email est placé en quarantaine et sera classifié comme content, pour évidemment le content control, contenu. Ou alors, la pièce jointe sera retirée et on aura informé le destinataire elle était non conforme à la politique en place et donc il reçoit l'email brut sans la pièce jointe. On va également avoir ce qu'on appelle le content filter. Donc là, le but, c'est d'aller vraiment aller plus loin dans le filtrage des emails. Vous allez pouvoir vraiment configurer, je vais plutôt partir d'une règle vierge, configurer une action sur flux entrant, mais encore une fois sur flux sortant, en se basant sur une ou plusieurs caractéristiques et conditions sur l'email. On peut appliquer un filtrage sur l'entête, sur le corps de l'email ou toutes les caractéristiques avancées, hein. Adresse IP, objet, expéditeur, nombre de destinataires supérieurs, la taille de l'email, etc. C'est un outil évidemment qu'on fournit vierge, hein, sur notre environnement, mais qui vous permet de, comme je le disais, en fonction de vos besoins métiers, pouvoir être notifié, bloquer un email, ajouter des CCI sur un email pour avoir tout ce parti monitoring, on va dire presque GRC sur la partie email. Et on possède évidemment un add-in Hornet Security qui se déploie sur le client de messagerie Microsoft 365, hein, qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir signaler les emails, mais également ajouter les expéditeurs sur liste interdits ou autorisés, et même également faire une analyse AI, hein, je vous montrerai juste après, puisqu'on a le AI Email Security Analyst, qui permet que lorsque l'utilisateur le signale, avoir un retour contextualisé sur le contenu, et est-ce que l'utilisateur était dans le vrai, dans l'analyse et dans la classification d'une menace, ou au contraire c'est plutôt un contenu légitime, mais qui pouvait être, ou plutôt apparaître comme exotique. Une fois qu'on a eu toute cette partie protection de la messagerie, on va avoir différents services tiers, hein, qui gravitent autour, à commencer par la partie chiffrement. Donc on supporte évidemment le chiffrement TLS, donc là c'est au niveau SMTP entre les serveurs de communication. Et puis ensuite on a une certaine hiérarchie d'ordonnancement pour le chiffrement utilisateur, en commençant par le SMIME, PGP, puis WebSafe par défaut si aucun des chiffrements précédents n'est pas disponible. Les certificats, notamment SMIME, peuvent être directement commandés depuis l'interface Hornet Security, hein, et ils vous seront facturés au prix du certificat. Je vous rassure là-dessus, il n'y a pas de commission rajoutée par Hornet ou quelconque tiers dans dans la la déploiement de la solution. Ou alors, à l'inverse, vous possédez déjà vos certificats et on peut du coup venir les importer, les ajouter à la plateforme. Fonctionnalité d'archivage légal des emails pour une durée par défaut de 10 ans, avec évidemment un accès en audit possible, autant en audit interne que externe, avec sur quelle plage de données on fournit un accès aux emails sur sur cet audit, pour pouvoir également venir les consulter et directement les récupérer. Une fonctionnalité de signature et disclaimer. Donc là, l'objectif, c'est de proposer un outil pour pouvoir uniformiser les signatures en bas de page, hein, des emails qui sont envoyés. Et on peut récupérer les variables de l'Active Directory, mais également d'une connexion LDAP. Parce qu'effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais dans le cas d'environnement non Microsoft 365, on peut mettre en place plusieurs connexions LDAP pour venir synchroniser un ou plusieurs domaines avec les comptes utilisateurs. On retrouve à ce niveau-là une fonctionnalité par groupe, hein. On met en place
j'ai envie de dire, une signature par défaut. On peut également la prévisualiser pour voir en fonction des champs renseignés le rendu de cette signature. Et puis par population, par groupe, peut-être mettre des signatures bandeaux marketing différents en fonction des campagnes du moment. Et enfin, dernière fonctionnalité, la partie Continuity Service. Donc le but, c'est de fournir une solution de continuité dès lors qu'on détecte une non-disponibilité des serveurs de destination. Ça se déploie automatiquement. Au bout d'un mail qu'on n'arrive pas à délivrer sur le serveur destination, on va monter un webmail d'urgence disponible pour chaque utilisateur avec 3 mois d'historique dedans pour pouvoir effectivement, comme son indique, avoir cette continuité de service. Dans cette quantité de services, on reste à isopérimètre en termes des paramétrages et de la protection de la messagerie. Et dès lors que le serveur destination revient disponible, on viendra redéverser l'ensemble des emails qui ont été échangés dans cette boîte mail de secours, dans la boîte mail principale de l'utilisateur. Soit on a un compte, on réutilise le compte contrôle panel utilisateur entre le contrôle panel et de continuity service, soit lorsqu'on est en interaction avec Microsoft 365, on peut également mettre en place un mot de passe d'urgence pour que l'utilisateur puisse quand même venir se connecter à cette webmail d'urgence et effectuer ces différentes actions. Ce qui nous amène à la partie email live tracking où on va retrouver l'ensemble de tout le flux de la messagerie, encore une fois entrant et ou sortant en fonction de ce qui est configuré. Et puis on a pas mal d'informations à disposition pour faire cette investigation et lever de doute si besoin. C'est une interface qui se veut relativement simple d'utilisation. En tout cas, c'est ce qu'on vise et ce qu'on travaille activement, que ce soit une utilisation vraiment ponctuelle ou quotidienne en fonction des différents besoins. On a beaucoup d'informations disponibles. Alors, je n'affiche pas toutes mes colonnes parce qu'évidemment, sinon j'aurai un problème dans la visibilité et la lecture, mais on va pouvoir, en fonction des différents badges, préfiltrer uniquement sur certains types d'emails. Donc là, je vais m'intéresser à l'ensemble des spams qu'on a reçus aujourd'hui. Tiens, effectivement, je vois qu'il y a un email qui est classifié comme enveloppe SPF. Est-ce que j'ai d'autres campagnes? Ok, effectivement, j'ai différentes informations. Je double-clique encore une fois sur un objet pour filtrer. Ces deux factures-là, finalement, étaient attendues par l'utilisateur. Je vais pouvoir, en quelques clics, les délivrer sans même que l'utilisateur ait encore reçu son rapport de quarantaine. J'ai fini un premier traitement, je peux réinitialiser mes filtres. À l'inverse, je veux peut-être faire un rappel d'email qui aurait été passé pour quelconque raison. Je vais pouvoir bénéficier de la remédiation et venir supprimer unitairement ou de manière en bulk, en bulk action, un ou plusieurs emails. On retrouvera dans les raisons, est-ce que c'est marqué comme valide parce qu'il y a un whitelist en place, whitelist utilisateur ou une règle qu'on a vu du compliance filter, différentes classifications phishing, spear phishing, les refus, notamment protocolaires, soit pour application de politique des marques, présence sur la liste RBL, donc Real Time Blacklist, de l'expéditeur pour évidemment une réputation de son domaine, etc. Pour chaque email, on va avoir plusieurs actions. Alors, on peut la possibilité de se l'envoyer en tant qu'administrateur. Donc, on peut renseigner un ou plusieurs contacts pour évidemment faire cette levée de doute. Et si on se rend compte que c'était plutôt un faux positif, malheureusement, déjà, ce qu'on recommande, c'est le signaler, évidemment, et pour ensuite le distribuer à l'utilisateur. Possibilité d'avoir plus de détails techniques, notamment sur les validations protocolaires, les informations techniques telles que si on veut récupérer l'ID dans l'environnement Microsoft 365, s'il y avait une pièce jointe, s'il y avait les en-têtes des emails et puis les dialogues SMTP également lorsqu'on a essayé de délivrer l'email. Je vous parlais tout à l'heure de la partie sandboxing, donc je vais par exemple aller chercher un email qui possède une pièce jointe et je vais pouvoir venir directement consulter le rapport, donc le scan Advanced Threat Protection, ça va me générer le rapport de sandboxing de cette pièce jointe et je vais pouvoir consulter les captures d'écran, voir l'analyse statique, dynamique et réseau comportemental qui ont été monitorés et puis voir est-ce que c'était plutôt évidemment une menace ou de l'ordre d'une pièce jointe légitime.
Ces rapports sont des rapports publics, donc vous pouvez totalement le partager à votre collaborateur, notamment qui était le destinataire, en disant bah, voilà, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais, oui ou non, ce qui permet de, encore une fois, pouvoir faire ces levées de doute sans pour autant de venir délivrer l'email en première instance. Et puis enfin la partie Email Security Analyst. Et bon, là, cette analyse IA peut être faite soit depuis la console en tant qu'administrateur, soit également en tant qu'utilisateur depuis mon client de messagerie sur l'email en question. Et je vais pouvoir avoir un retour contextualisé. Vous avez vu, avec une contrainte forte dans le temps, on essaye d'avoir dans la dizaine de secondes un retour à l'utilisateur. Et bah voilà quels sont les éléments auxquels il faudrait être attentif ou qui sont assez suspects dans le contenu. Et en fonction de l'email, bah, on va proposer différentes solutions également pour accompagner l'utilisateur dans la levée de doute. S'il y a une demande d'un tiers, d'un collaborateur, est-ce que vous ne pourrez pas faire valider la demande par téléphone, par Teams, etc. Il y a des informations bancaires assez sensibles qui peuvent être présentes, etc., etc. L'idée, ce produit qu'on a sorti, c'était d'aller plus loin dans la chaîne de signalement. Et lorsque l'utilisateur a fait cette action-là, bah, lui fournir un retour contextualisé assez rapide pour pas qu'il soit laissé bah, dans le flou et sans réponse juste après son signalement. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur la partie protection de la messagerie. Alors l'idée, de ce webinaire, c'est essayer de vous introduire à la plateforme, à la solution. Donc je ne suis pas rentré en détail dans toutes les sections, mais sachez également que toute cette plateforme, qui est le contrôle panel, s'accompagne d'un espace utilisateur. Et donc chaque brique qui est activée, on va dire au niveau global, est disponible du point de vue utilisateur, mais restreinte à son périmètre d'action. Et donc on va pouvoir retrouver son profil d'email. Il va pouvoir également, on verra juste après, dans la partie Security Awareness Service, consulter ses simulations de phishing, etc., etc. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à l'écrit, on pourra y revenir juste après. Et pendant ce temps, moi, je vous propose de passer au produit suivant, qui est le Security Awareness Service. Le Security Awareness Service, comme j'expliquais tout à l'heure, solution de simulation d'envoi de phishing. Aujourd'hui, il y a beaucoup peut-être d'acteurs que vous connaissez sur le marché. C'est aujourd'hui presque un besoin de cyberassurance. Et donc, bah, on a besoin en tant qu'entreprise de se munir de ce genre de solutions pour former nos collaborateurs sur les tendances en termes de cyberattaque, mais également bah, avoir cette veille technologique de comment aujourd'hui les nouvelles attaques se véhiculent et se manifestent. La philosophie qu'on propose, nous, chez Harnett Security, avec ce produit, avec cette solution, c'est une approche 100% automatisée. C'est pour ça que je vais être assez succinct et rapide dans la présentation de la plateforme sur la configuration, puisqu'en fait, on va pouvoir pas mal jouer avec on va dire des petits paramètres, des toggle features sur comment est-ce qu'on l'active, qu'est-ce qu'on met en place, etc. Et ensuite, la solution d'elle-même va venir automatiquement envoyer des emails et des simulations de manière unitaire. Et c'est bien là tout l'avantage d'avoir une solution 100% automatisée sur laquelle on insiste. C'est-à-dire que ça ne sera jamais envoyé au même moment ni même le même scénario à chaque utilisateur. C'est vraiment pioché aléatoirement, évidemment, moyennant fonction d'un niveau. On peut rapidement personnaliser la fréquence automatique ou alors une fréquence moyenne, plus ou moins la même pour chaque utilisateur pour avoir une expérience commune. Donc entre 1, 2 et 3 emails par mois en moyenne. Ce qui fait que c'est toujours pas forcément cette valeur-là qui est respectée. Le but, c'est de non pas non plus avoir un aspect déterministe dans l'expérience utilisateur. Le nom d'entreprise, la formule d'appel, la langue globale utilisée, puisqu'on va pouvoir s'adapter à la langue individuelle de l'utilisateur, mais également à la langue globale de l'organisation, soit parce qu'on est face à une entreprise multitenante ou internationale, mais avec des utilisateurs locaux, français, peut-être d'autres frontaliers, par exemple. Est-ce qu'on est une organisation de type plutôt public ou du secteur privé? Ça va jouer également sur les scénarios, sur les tournures de phrases qui sont utilisées dans les simulations. On peut diversifier les types de scénarios, mais je vous montrerai directement ça avec différents exemples. Ce sera beaucoup plus parlant pour vous. Et puis évidemment, on a un add-in dédié, puisque ce qui est également important, c'est que l'utilisateur ne se fasse pas piéger, mais s'il détecte comme étant une menace, il puisse le signaler et le remonter. Ça viendra pondérer positivement son score. Deux possibilités pour cet add-in. Soit si vous avez déjà l'add-in sur la partie protection de la messagerie, il sert également au Security Awareness Service.
Donc, ce qui fait qu'on conserve d'avoir un seul add-in pour quand même simplifier l'expérience utilisateur. Soit vous êtes intéressé uniquement par cette brique-là, auquel cas on a un add-in dédié au Security Awareness Service qui est là pour évidemment venir recueillir les signalements utilisateurs. L'ensemble des scénarios, hein, c'est ce que je vous parlais à l'instant, différents niveaux de difficulté qui vont accompagner les différents niveaux des utilisateurs dans leur progression. Et puis on a la possibilité également de venir en exclure certains si on considère que soit elles ne sont pas forcément pertinents au vu du secteur de l'entreprise, ou alors qu'elles ont plutôt fait leur preuve puisqu'elles ont été envoyées à quelques personnes qui en ont parlé ouvertement. Et donc bah, finalement tout le monde est au courant que ce scénario-là existe dans la solution. Concernant quelques exemples, alors il faut savoir que lorsque la solution démarre, l'objectif c'est dans un premier temps de prendre la température. Donc on va envoyer des simulations dans la difficulté niveau 1 et 2 et voir comment déjà les utilisateurs réagissent face à ces premières simulations. Ces niveaux 1, on va souvent usurper les entreprises connues qui se font elles-mêmes bah, activement usurper. Donc ça va être Google, Microsoft, Dropbox, Amazon, Outlook. Et donc bah, voilà, on va reprendre différentes chartes graphiques. On va essayer dans les expéditeurs d'être relativement, on va dire, éloigné, soit dans le typo squatting, soit dans le sous-domaine. On voit bien que bon, Google Société Anonyme, c'est pas forcément très parlant ou très concret en vrai. Le logo, vous voyez, hein, le G du Google, il est inversé. C'est plus parlant. Sur Dropbox, vous verrez, il y a une rotation. On est moins habitué. On connaît moins le logo Dropbox notamment. Donc voilà ce qui va se passer. Ça, c'est les premières difficultés, le niveau 1, et voir lorsque bah, l'utilisateur se fait piéger ou non. On va ensuite avoir la possibilité de diversifier les ruses professionnelles et les difficultés. Là, aujourd'hui, je vous présente un niveau 2 sur 5, hein, dans ce qu'on a disponible via la plateforme, où on sort de la ruse plutôt d'alerte, de suspicion d'activité sur un compte, mais plutôt de la curiosité et même de la serviabilité, puisque là, c'est l'usurpation d'un collaborateur. C'est un paramètre qui est disponible dans la plateforme, c'est qu'on peut l'activer ou non et faire en sorte que la solution usurpe l'identité de vos collaborateurs pour envoyer des fausses attaques à d'autres collègues et voir comment ceux-ci réagissent. Et donc là, bah, Adrien Van Uxem qui m'envoie un email expliquant que sa voiture a été endommagée devant le bâtiment avec un faux lien Google Drive et bah, me demande si j'ai quelconque information et serait assez reconnaissant d'en avoir. Et donc là, c'est vraiment, comme expliqué, hein, assez fort comme ruse, hein, à la fois curiosité. On a quand même pu, bah, malheureusement pour lui voir un peu l'ampleur des dégâts, et puis bah, la partie serviabilité. On a peut-être de l'affect pour la personne, on la connaît, on travaille avec elle depuis un moment, bah, on est un peu peiné pour elle. L'objectif de cette solution, hein, c'est pas forcément d'avoir constamment un échec d'utilisateur, mais venir tester un panel large de ruses et pour aller justement chercher celles qui fonctionnent individuellement chez chaque utilisateur et lorsque ça fonctionne, venir l'accompagner. Un rapide dernier exemple et puis après on regardera un peu les statistiques, mais là on combine encore deux ruses différentes. On est toujours dans l'usurpation d'une entreprise de l'identité d'un collaborateur. Mais cette fois-ci on n'a plus de lien. On a une fausse charge malveillante avec un fichier Excel avec des macros. On usurpe cette fois-ci l'utilisateur et le domaine, hein. Donc là, c'est vraiment mon domaine de démonstration. Stephen Boone, qui est d'ailleurs l'avant-vente sur la partie Île-de-France, qui envoie un email à l'extérieur et qui explique à cette personne que si elle a des questions, eh ben, il faut qu'elle s'adresse à moi en retour en fournissant mon propre mail. La solution me génère la fausse réponse en disant que mon collègue Stéphane a fait une erreur et que bah, son partenaire de communication aimerait que je lui fournisse une version corrigée et à jour. Donc là, voilà également à ce qu'on propose comme difficulté. En difficulté, c'est 3 sur 5. Et sachez qu'on s'adapte évidemment également au moment de l'année. Donc on a des campagnes sur les fêtes de fin d'année, sur les différentes périodes de fêtes, sur les vacances d'été, sur des promotions, etc. Je pense notamment au Black Friday. C'est des choses sur lesquelles on s'adapte et on essaye, on va dire, sur surfer sur l'événement calendaire pour également proposer des simulations. Alors, lorsqu'un utilisateur se fait avoir, il va être redirigé soit sur un faux formulaire de connexion, sur les attaques avancées, soit directement sur ce qu'on appelle le teachable moment, où on va reprendre l'email en question et sur une étape,
une expérience de 5-6 étapes, reprendre l'email en question, expliquer au collaborateur les éléments auxquels il doit être attentif lorsqu'il reçoit ces emails pour faire cette, on va dire, investigation avant d'interagir avec le lien, avec le QR code, avec la pièce jointe, etc., etc. On va reprendre l'expéditeur, le logo. Est-ce qu'il y a un call to action spécifique? Est-ce qu'il y a une notion d'urgence dans l'email qui sortirait de l'ordinaire, etc. Voilà, en fait, toutes les ruses qui sont activement utilisées par les cyberattaques, l'idée c'est de rapidement sensibiliser les utilisateurs sur elles sont activement présentes et sont dans cet email-là. Voici comment les détecter et les repérer. C'est assez rapide, il y a 5-6 étapes, hein, et puis à la fin l'utilisateur aura terminé ce qu'on appelle ce teachable moment, et c'est également quelque chose qu'on suit dans la KPI de la plateforme. En tant qu'administrateur, alors je vais juste. Ah non, je vais pas avoir d'autres comptes, on va garder celui-ci. On va avoir un accès à l'ensemble des statistiques de la solution. Donc la volumétrie d'emails qui ont été envoyés, combien ont été signalés par l'utilisateur, combien ont juste été écartés, donc supprimés et ou ignorés. Et puis on aura la granularité de est-ce que le lien a été cliqué, est-ce qu'un utilisateur a rentré ses identifiants, est-ce que les fichiers ont été téléchargés, ouverts, etc., etc. Les statistiques de succès, alors attendez, ce que je vous propose, c'est que j'aille chercher un compte avec un peu plus de données. Hop. Voilà. Parfait, je vais garder ça, ça me fera ma transition juste après. Alors, je change juste de compte de démonstration pour avoir un peu plus de données réelles à vous montrer. Hop. Donc je disais effectivement, la volumétrie des simulations qui étaient envoyées, et puis, excusez-moi, je suis en anglais. Et puis notamment donc le taux de réussite de la simulation. Donc il faut voir effectivement que sur cet email-là, il a été envoyé à un seul utilisateur et taux de réussite de la simulation 100%. Donc l'utilisateur a directement, s'est fait avoir et a cliqué sur le lien. On va avoir des statuts de progression sur la répartition des utilisateurs, sur la volumétrie des emails signalés. Est-ce qu'on a un réel engagement ou non de nos collaborateurs face à cette solution? Est-ce qu'on a peut-être besoin de venir un peu plus engager l'utilisateur à appliquer, on va dire, les bonnes pratiques? Et puis enfin également les ruses qui ont fonctionné. Ça peut être intéressant sur les communications trimestrielles en disant voilà, attention, soyez assez vigilants sur les emails, sur la notion d'urgence. C'est assez critique, au contraire, c'est là où on est plutôt bon, donc pas forcément passer beaucoup de temps dessus. Et puis voir est-ce que les utilisateurs passent beaucoup de temps sur le teachable moment, est-ce qu'ils vont au bout de l'interaction ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, et je ne l'ai pas présenté tout à l'heure, hein, mais la partie simulation de phishing s'accompagne également des formations en ligne et des modules de e-learning. Alors là encore, hein, la configuration est assez simple puisque c'est également 100% automatisé. Le but, c'est d'avoir un certain asservissement en disant, on sait sur quoi l'utilisateur se fait piéger, donc on va pouvoir lui assigner automatiquement le module de e-learning qui en découle et qui est lié à l'attaque en question. C'est ce qu'on appelle le Awareness Engine, hein, et on voit en fait que les calendriers de formation sont assignés à certains utilisateurs et pas à d'autres. C'est toujours, encore une fois, en fonction de leur comportement et avoir cet accompagnement individuel. Et donc c'est pour ça que dans la partie statistique, on aura cette même visibilité hein, sur la progression de formation. Quels sont les utilisateurs qui se sont vus assignés avec quel module de e-learning? Est-ce qu'ils les ont complétés ou non? Est-ce que c'est en attente? On a pas mal d'informations détaillées sur chaque utilisateur. Soit on prend le point de vue de la scène de l'utilisateur, soit on prend le point de vue de la scénario pour avoir le reporting. Tout ce que je vous montre ici est évidemment disponible, hein. On peut l'exporter pour le moment au format CSV. Donc, vous pouvez récupérer notamment tous les détails individuels de qui a cliqué sur quelle attaque, est-ce qu'ils se sont fait avoir, est-ce qu'ils ont cliqué sur le lien, est-ce qu'ils ont rentré des identifiants, etc.
Pas mal de rapports possibles. On peut également les automatiser, les planifier. Est-ce qu'on verra des rapports mensuels sur l'ensemble des collaborateurs? Est-ce qu'on veut uniquement certains groupes? Parce qu'on retrouve encore une fois ici la possibilité de gérer les utilisateurs par groupe et savoir ce qu'on veut exporter ou non. Je vais en parler tout à l'heure et du coup je vais pouvoir le présenter, ça va être l'espace utilisateur. Lorsque je me suis connecté au contrôle panel, vous avez vu, je suis arrivé dans cet espace-là et on retrouve toutes les briques de solutions qui sont activées au niveau du compte, du compte global hein, sur le domaine, mais réduit à l'espace utilisateur. Et donc je vais retrouver notamment l'historique de mes simulations de phishing en tant qu'utilisateur sur lesquelles je me suis fait piéger, lesquelles je les ai correctement reconnus et lesquelles je les ai également détectés et signalés. Sur chacun des scénarios, quelle était la ruse, on va dire psychologique principale ou les ruses qui étaient derrière, hein. Et puis je peux avoir des informations en recliquant sur le mail. Bon là je m'étais pas fait avoir, mais je peux également retrouver l'email en question et avoir des informations si j'en ai besoin. Et c'est également dans cet espace utilisateur que je vais retrouver l'ensemble des modules de e-learning qui m'ont été assignés euh, et ceux que j'ai démarrés, pardon, et ceux qui m'ont été assignés qui sont en attente de complétion. Oui, on les met relativement à jour, hein. On a introduit d'ailleurs des nouveaux sur la partie AI. Et puis on a différents formats, différentes durées. Ouais, je crois que le plus court est 1 minute et le plus long, je crois pas que je l'ai, mais je crois qu'on arrive autour de la dizaine de minutes. On peut les faire en plusieurs étapes. Et il y a différents formats, texte, audio, vidéo, quiz. Et ils sont évidemment tous disponibles en français. On a également dans la partie configuration un mode manuel sur la partie module de e-learning. Si vous souhaitez que vos collaborateurs démarrent avec un socle commun, et donc, voilà, par exemple, je prends sur la base sur, attention, le social engineering, c'est quand même assez commun. On peut le déployer, avoir ce mode manuel pour que chaque utilisateur commence avec ce quiz-là, et puis dans ce second temps, basculer sur le mode 100% automatique. Voilà pour la brique Security Awareness Service. Le temps passe assez vite. L'idée, c'est pas non plus de vous retenir hein, trop long après-midi. On va terminer avec la brique 365 Total Backup. Vous allez voir, hein, c'est un produit qui est extrêmement simple puisqu'il est 100% encore une fois automatisé. Mais là, il est évidemment dédié uniquement à l'environnement Microsoft 365. Alors pour ce faire, je vais rebasculer sur mon compte Asterix.one et me rendre directement dans la section dédiée. Donc 365 Total Backup, qui dit purement environnement Microsoft 365, dit également intégration en API, hein. On a 3 étapes d'intégration où on vient déployer des applications avec les droits suffisants et nécessaires dans le tenant pour qu'on puisse faire un scan de l'entièreté des utilisateurs et des sites, pouvoir faire les opérations de backup, mais également de restauration. On le verra ensemble dans une opération et différentes options dans la destination. Sur cette solution et la philosophie qu'on propose, hein, c'est stockage, volumétrie et rétention qui sont illimités. Et c'est une facturation, mais Loïc étant présent, il pourra vous donner des détails sur les questions, hein, mais à l'utilisateur qui possède une licence Microsoft 365. On a de toute façon un menu dédié à information de facturation qui permet d'avoir une compréhension de cette approche. Et on a le choix lorsqu'on fait l'onboarding, évidemment, de choisir la localisation des données. Et Loïc l'avait dit, mais je le rappelle, on a évidemment le data center en France, à Vincennes, qui est disponible et qui est préconfiguré puisque c'est en fonction de où est localisé le tenant, c'est celui qu'on propose en priorité, mais on peut choisir parmi la liste. La politique de rétention, ce que j'expliquais, elle est illimitée. Vous pouvez la configurer soit à l'onboarding, soit ultérieurement, hein, avec 2 durées possibles. On peut mettre en place une durée pour toutes les données actives du tenante côté Microsoft. Et on peut mettre en place également une durée alternative de rétention pour tout ce qui a été détecté comme supprimé côté Microsoft 365.
Là, c'est plus pour pouvoir répondre à ces besoins légaux RGPD de dire, bon, on ne peut pas se permettre de garder autant de temps un compte supprimé qu'un compte actif. Et donc, on va mettre en place ces durées alternatives d'archives. Enfin, de rétention, pardon. Attention, on est bien dans du backup. On a également un contrôle à cas de jeu, notamment dès lors qu'on veut modifier un paramétrage, faire une opération de restauration, venir modifier des backups. Voilà, l'idée, c'est de, si on ne veut pas laisser toute l'autonomie à un seul administrateur, bah, mettre ce contrôle et puis bah, ils doivent ensemble, avec un code mutuel qu'ils ont chacun reçu, faire ces modifications des paramètres. De toute façon, on a un audit complet de la plateforme. C'est le cas pour les autres solutions hein, que je ne l'ai pas présentées, hein, mais chaque action qui est effectuée sur la plateforme est auditée et on a une traçabilité complète. Lorsqu'on modifie un paramètre, on fait une restauration, on vient consulter un email, consulter un élément, etc. Dans la partie sauvegarde, on retrouvera l'ensemble des utilisateurs sur lesquels bah, on va avoir ce backup actif, notamment sur leur boîte mail, OneDrive, Teams et la partie Entra ID. Et pour chacun, bah, on va voir à la dernier snapshot qui a été effectué par la solution. C'est 100% automatisé. On le verra juste après, entre 3 et 4 points qui sont effectués de manière quotidienne et automatique. Si on le souhaite, rien ne n'empêche de venir déclencher à l'instant T une sauvegarde complète de cet utilisateur. On retrouve également les boîtes mail partagées et ou les salles de réunion. Et puis également bah, tout ce qui va être détecté comme par exemple supprimé côté Microsoft, mais dont on conserve les données à date de suppression en fonction de la durée d'attention qu'on a configurée. Mêmes informations, même on va dire interface pour la partie groupe et SharePoint, et donc on trouve l'ensemble de ces informations-là. Est-ce qu'elles sont activement protégées? Est-ce qu'elles ont été détectées comme supprimées côté Microsoft? Donc on a encore des données. Ce qui est activement présent, ou alors l'application n'existe pas pour cette boîte mail, pour ce groupe, dans l'environnement 365. Comme la solution est 100% automatisée et on englobe l'entièreté du tenant, finalement, ce qu'il nous reste de plus simple à faire, c'est de venir faire une opération de restauration. Alors, soit on fait une restauration globale, on va restaurer l'entièreté d'une boîte mail, d'un OneDrive, SharePoint, ou alors on va pouvoir faire cette restauration granulaire et venir consulter un ou plusieurs éléments, puisqu'on est bien en granulaire et non pas unitaire, qu'est-ce qu'on veut restaurer et où. Alors, prenons l'exemple, par exemple, d'un élément OneDrive qu'on souhaite restaurer, je vais choisir mon utilisateur. Et c'est là où effectivement, j'expliquais, on va voir que les points de sauvegarde sont faits automatiquement. On en a entre 3 et 4 en moyenne. Je vais choisir quelque chose de fin décembre, fin octobre dernier, et on va récupérer bah, toute la structure, hein, l'arborescence du OneDrive utilisateur, et puis je vais pouvoir consulter les différents éléments. On peut inclure les éléments supprimés, s'il veut chercher la dernière occurrence avant suppression, et puis une recherche avancée, si on a plus d'informations sur un email, sur la présence de certaines URL, de l'expéditeur, d'une date. Voilà, le plus d'informations on a, le plus sera facile de venir cette recherche. Que ce soit pour un email ou pour un élément d'un SharePoint, d'un OneDrive, on peut télécharger l'élément, le consulter. Est-ce que c'est la version à jour qui m'intéresse ou vous voulez chercher quelque chose de plus antérieur ou ultérieur? On est en restauration granulaire et non pas unitaire, hein, donc rien ne m'empêche de récupérer ces trois éléments-là. Et puis bah, dans la dernière modale d'opération, j'ai un rapide résumé de ce que j'ai sélectionné et où est-ce que je souhaite le restaurer. Sur le même OneDrive, sur un OneDrive différent ou sur une archive zip. Tout simplement parce que il se peut que, en fonction de la nécessité de faire cette opération, peut-être que le tenant n'est pas disponible, a été compromis, a été corrompu, et donc bon, on a besoin de récupérer en local le fichier. On peut également faire de la restauration cross-tenante. Alors ce n'est pas du tout, on va dire, la fonctionnalité première de l'outil, hein. L'idée, c'est pas de proposer de la migration, mais lorsqu'on a des architectures multitenantes, soit pour des fusions, sur des rachats, c'est quelque chose qu'on supporte sans problème avec la solution.
J'ai choisi la restauration sur le même OneDrive, donc on va venir créer un dossier horodaté de la date et de l'heure à laquelle je l'effectue, et on va venir déclencher cette opération automatiquement en API. Depuis le tableau de bord, je vais directement pouvoir avoir un accès aux différents historiques des restaurations, avoir le détail de chacune d'entre elles, lorsqu'elle a été effectuée ou non, elle vient d'être terminée d'ailleurs. Et dès lors qu'on va avoir un problème, vous allez pouvoir directement être redirigé également avec nos équipes techniques pour avoir un suivi et notamment un détail de est-ce qu'il y a eu un problème technique lors de cette restauration. Dès lors qu'un nouveau site ou un nouvel utilisateur est créé côté Microsoft, on va automatiquement le détecter et il va apparaître comme étant en première sauvegarde. Donc il n'y a même pas de venir d'action manuelle nécessitant de venir synchroniser, ça va être automatiquement apporté et ajouté aux politiques de snapshot via la solution. On a beaucoup d'informations disponibles sur le dashboard, des différentes statistiques, vue simple, vue avancée. Et on a également toute une fonctionnalité de monitoring et alerte, notamment si vous voulez avoir du détail sur une opération a été effectuée, un nouveau site à détecter, des fichiers corrompus n'ont pas pu être backupés. Enfin, voilà, vous pouvez aller assez loin dans le monitoring, soit directement via des alertes, soit également via API, pour pouvoir intégrer ces informations et ce dashboard sur une solution tierce si vous avez vous-même vos solutions de monitoring. Dernière chose que je voulais vous montrer sur la partie backup, dans l'espace utilisateur, on a également ce qu'on appelle le self-service. Et donc, un utilisateur, si on lui laisse le droit, va pouvoir être autonome dans la restauration de ses propres données, donc ses emails, son OneDrive, ses archives. C'est quelque chose qui est paramétrable. On peut, si on souhaite, configurer ou non cette partie self-service, et puis ça sera disponible parmi l'une des briques dans son espace utilisateur. Restauration des données Microsoft. Alors j'ai eu le temps de voir votre question, Madame Duchesne. Et donc la durée de rétention, elle est illimitée. Et c'est à vous de la configurer soit sur la phase d'onboarding, soit ultérieurement. Vous êtes totalement autonome de pouvoir démarrer avec une durée de rétention, je ne sais pas, de 5 ans, et puis venir par la suite soit l'étendre, soit la réduire, avec en disant sous paramètre, pouvoir la possibilité, pouvoir, pardon, configurer une durée plus faible pour les données supprimées côté Microsoft. Donc ça se passe à ce niveau-là dans la politique de rétention. Vous pouvez configurer, voire même ne pas en mettre. Donc ça sera pour toute la durée active du contrat. On arrive au terme des différents sujets qu'on voulait, surtout solutions qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre attention. Voilà, on est encore disponible, on a du temps, notamment si vous avez des questions, si y a des choses qui vous intéressent pour en discuter. N'hésitez pas à poser vos messages. Et puis, quoi qu'il arrive, vous avez vu sur le contrôle panel, il y a beaucoup d'informations. Il y a d'autres produits qu'on n'a peut-être pas encore eu le temps, on n'a pas eu le temps aujourd'hui d'aller évoquer. J'entends par là la partie Demarc Manager, on va avoir la partie Teams, Permission Manager également. Donc voilà, si c'est également des produits qui vous suscitent de l'intérêt, n'hésitez pas à vous rapprocher d'Extreme IT. Ce sera un plaisir avec eux de vous le présenter. Donc encore merci beaucoup Maxence. pour votre temps. Oui, vas-y Pardon, Christophe. merci Maxence de cette belle présentation. Effectivement, sur une heure, tu as été assez efficace puisqu'on a vu beaucoup de choses, mais il y a encore des Eh, choses, on peut encore creuser. Euh, Merci à toi. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Soyez pas timide. Je peux débloquer les micros aussi si c'est trop long à taper. Mais sachez qu'on est à votre disposition. On respecte le timing quasiment, 12h06, À peu de choses près. à peu de choses près. S'il n'y a pas de questions, n'hésitez pas. Enfin, après, vous pouvez les poser a posteriori, pas de souci. On y répondra bien volontiers.